Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, était en N'Djamena où il a pris part aux travaux de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Ce sommet a été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Mohamed Ould Al-Ghazouani et de la Mauritanie et le président tchadien Idriss Déby Itno. Le point avec nos envoyés spéciaux Ouattara Moussa et Azi Rabiou. N'Djamena, la capitale de la République du Tchad, point de convergence depuis hier lundi de l'actualité au sommet sur le continent avec la tenue de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Tous ces chefs d'État, Mohamed El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, Idriss Déby Itno de la République du Tchad, Issoufou Mamadou de la République du Niger, Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et le président de la transition malienne Bandao ont répondu présents à cette importante rencontre qui marque une fois de plus la ferme détermination de ces dirigeants à résorber le problème du terrorisme dans ces pays sahéliens. Ces pays consentent tous certes des efforts considérables pour sécuriser leur population et territoire. Et aujourd'hui a indiqué le président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice sortant de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, tous ces efforts doivent être soutenus. D'où l'appel à la solidarité internationale pour une mobilisation plus accrue. Le président mauritanien a annoncé un bilan positif dans cette lutte contre le terrorisme. Au plan de renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et en dépit du contexte sécuritaire difficile et de la survenue de la crise sanitaire de la Covid-19, la présidence en exercice a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel. Cette dynamique diplomatique d'accompagnement a donné une réelle impulsion à la coopération et permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement. Aussi, grâce aux efforts consentis par les pays membres et au soutien agissant de nos amis et partenaires, notre organisation a pu occuper une place importante dans l'agenda international à travers une dynamique politico-diplomatique marquée par de multiples rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. Malgré les défis marqués, notamment par la persistance des activités des groupes terroristes et une situation complexe sur le terrain, le bilan sécuritaire du G5 Sahel en 2020 se révèle positif, avec un rapport de force favorable qui s'est nettement imposé aux groupes terroristes. La force conjointe du G5 Sahel s'est renforcée en capacité de commandement et de planification, et même en coordination avec les forces partenaires, des opérations conjointes qui contribuent significativement à l'attrition des groupes terroristes, à la reconquête du territoire et au rétablissement de l'autorité de l'État. Le temps fort de ce sommet fut le passage des témoins entre les présidents Idriss Déby Itno et Mohamed Ould El Ghazouani. Dans son discours de clôture de cette 7e session, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président en exercice entrant de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, a aussi appelé à la consolidation des acquis et à un partenariat plus efficace. Le président entrant a indiqué que son mandat sera axé sur le suivi de la feuille de route des accords de Pau. La présidence du Tchad mettra un accent particulier sur le suivi de la feuille de route du sommet de Pau, tel qu'a connu un début d'exécution à l'issue du sommet de Nouakchott du 30 novembre 2020. Et s'attellera à la mise en œuvre immédiate des actions qui en sont retenues. En matière de lutte contre le terrorisme, notre stratégie militaire gagnera en efficacité si la force conjointe du G5 Sahel et les forces armées des pays du Sahel
monte en puissance. À cet égard, la force conjointe reste le noyau central de notre dispositif sécuritaire. C'est pourquoi j'invite tous les États membres à nous atteler à toute l'autonomisation complète de la force conjointe en la dotant des moyens financiers et logistiques propres. Comme souhaité par les dirigeants des pays du G5 Sahel, les partenaires ont massivement répondu à la sollicitation. Parmi ces invités spéciaux, on peut citer entre autres le président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, le premier ministre marocain Sanedine Al-Othmani, représentant le roi Mohamed VI, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et la présidente de l'Alliance Sahel. Tous ont affirmé leur soutien au pays du G5 Sahel et ont rendu hommage aux nombreuses victimes et soldats tombés sur le champ d'honneur. Après la tenue hier de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a participé ce mardi matin, toujours à N'Djamena, au sommet élargi de la coalition Sahel. Ce sommet présidé par le nouveau président en exercice de l'institution, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, s'est tenu à huis clos et a réuni tous les dirigeants du G5 Sahel, les représentants de la France, de l'Union africaine, de la CEDEAO ainsi que les partenaires techniques et financiers. Notez que le président de la République a gagné le aide de retour au pays et il séjourne actuellement dans la région de Zender. Le chef de l'État procédera demain, mercredi 17 février 2021 à Tanout, au lancement officiel des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit, longue de 226 km. Ce projet structurant rentre dans le cadre du grand projet de la transsaharienne, 9600 km devant relier Alger, Lagos au Nigeria en passant par 6 pays de la sous-région. Le point avec Matou Touraki. Chaque fois que je viens à Zender, je ne viens pas les mains vides. Je viens pour lancer ou pour inaugurer un chantier, déclaré le président de la République au cours de ses nombreuses visites dans la capitale du Damagaram. Cette énième visite de travail du chef de l'État est également porteuse de bonnes nouvelles. En effet, il procédera demain, mercredi 17 février 2021, dans le Damergou, au lancement officiel des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit. La concrétisation de ce projet aura un impact économique certain pour les deux régions de Zender et d'Agadez et au-delà, pour tout le Niger. Ce projet-là, c'est un projet intégrateur. Il s'agit d'un moyen de la route transsaharienne. Maintenant, en dehors de la réhabilitation de la section Tanout-Tigidit, il y aura l'entretien pluriannuel de la route Zender-Agadez, 425 km sur 8 ans. Ça veut dire quoi? Une fois les travaux de réhabilitation de la section Tanout-Tigidit seront finis, maintenant on va enclencher l'entretien pluriannuel de toute la section, de toute la route Zender jusqu'à Agadez, sur une longueur de 425 km. Donc c'est une entreprise aussi qu'on va recruter, qui va s'occuper uniquement de l'entretien de cette route pendant 8 ans. En plus de la réhabilitation de cette route, il est prévu des travaux connexes. C'est la construction des pistes rurales. Il y aura aussi la construction des classes, la construction des murs de clôture des CSI et des écoles. Il y aura aussi la réalisation des forages. Il y a toujours, entre autres, parmi les activités de ces projets, donc la réhabilitation des autogares. Réhabilitation ou construction des autogares. Là où il y a des autogares, on va réhabiliter. Là où il n'y en a pas, tout au long de ces tronçons, on va les réaliser, au moins sur les villages importants. Avant ça, la région de Zender a bénéficié d'importantes infrastructures routières,
lancé et inauguré par le chef de l'État en personne, et c'est là dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renaissance, parmi lesquels on peut citer en 2015 le lancement des travaux de réhabilitation de la route Zender-Guédoumouni, longue de 82 km, et en 2018 de la réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, long de 112 km, pour un coût de 13 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds européen de développement. En janvier 2019, le chef de l'État a lancé ici même à Zender les travaux de réhabilitation de la route bitumée Zender-Tanout, longue de 138 km, en état de dégradation avancée depuis plusieurs années. Cette dégradation de ce tronçon, faut-il le rappeler, a été accentuée par la mise en place de la SORAS du fait de la fréquentation régulière des camions gros porteurs chargés du matériel lourd, ainsi ceux en partance pour la région d'Agadez, avec comme conséquence une augmentation des coûts de transport et l'allongement de la durée des trajets. Toujours en 2018, la ville de Zender a bénéficié de l'engagement du président de la République dans ses efforts de modernisation de nos villes. C'est ainsi qu'à la faveur de la fête tournante, la ville s'est complètement métamorphosée pour devenir Zender-Sabois. À cela, il faut ajouter la réalisation du grand marché ultra-moderne d'Oli, qui a coûté un peu plus de 13 milliards de nos francs, sans oublier le règlement dans la durée de l'épineuse question d'approvisionnement en eau des populations de la ville à partir du champ de captage de Ganaram, ou bien encore le début des travaux du tronçon reliant le rond-point total jusqu'au PK0. Toutes ces belles réalisations constituent un grand motif de satisfaction pour les populations de la région de Zender. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou a compris que le développement d'un pays est tributaire en grande partie d'un bon réseau routier. C'est pourquoi l'engagement du gouvernement à investir dans la réalisation d'infrastructures routières dans nos régions traduit sa volonté de booster leur développement et leur essor économique. Nul doute que les populations d'Idamergou sortiront nombreuses pour marquer leur adhésion à ce projet. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui est donc arrivé cet après-midi à Zender, a été accueilli à l'aéroport par les autorités administratives et coutumières et plusieurs autres personnalités de la cité du Damagara. Le point avec Kassoum Motsari. C'est aux environs de 16 heures que l'avion présidentiel Mongreboun a foulé le sol de l'aéroport international de Zender avec à son bord le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou, venant de N'Djamena au Tchad où il a assisté au sommet du G5 Sahel. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, et ses plus proches collaborateurs, et salué par le secrétaire général de la région de Zender, le maire président du conseil de ville de Zender, le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubacar Sanda Oumarou, plusieurs membres du gouvernement, les députés nationaux, avant de passer en revue un détachement militaire des forces de défense et de sécurité qui lui rendaient les honneurs. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qu'accompagne le ministre des Mines, également directeur de son cabinet, Fumoko Egado, a été par la suite chaleureusement accueilli par les populations de la région de Zender. En effet, cet après-midi, l'aéroport international de Zender était noir du monde, preuve de leur soutien ferme, voire de tout Damagaram, aux idiots des autorités de la 7e République. Les Damagarawa ont voulu, à travers cet accueil exceptionnel, montrer, féliciter et témoigner par la même occasion au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, toute leur gratitude et remerciements pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations.
Il est à noter que le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, se rendra demain, mercredi 17 février 2021, dans le département de Tanout d'Amargou pour présider la cérémonie officielle du lancement des activités du projet de réhabilitation du tronçon Tanout-Tigidit. Le Premier ministre chef du gouvernement a eu une rencontre d'échange ce matin avec le groupe des partenaires techniques et financiers du secteur de la décentralisation et du développement local. Le mobile de cette réunion d'information est de faire le bilan des 15 ans de décentralisation au Niger et d'échanger sur les perspectives d'avenir, surtout avec l'installation très prochaine des nouvelles autorités des collectivités territoriales. Le point de cette rencontre avec Mariam Dakou et à côté Ouaglassam. À un moment de la vie politique du Niger, précisément en l'an 2004, le peuple nigérien souverain a décidé d'adopter une politique visant à accorder une plus grande autonomie aux communes. Ceci pour favoriser une gestion de proximité des besoins urgents des populations. C'est ainsi que l'on a assisté à l'élection des premiers élus locaux et au début des longs processus visant le transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, 15 années après le début de ce processus, la question qui revient le plus souvent est de savoir ce qui a été réellement fait dans ce sens. C'est pour cette raison que les autorités actuelles ont mené une évaluation de ce processus. Il ne fait pas de doute que le gouvernement a réuni les conditions de succès du processus de décentralisation avec le renforcement de l'arsenal juridico-administratif. Entre autres dispositifs que le gouvernement a adoptés figurent la politique nationale de décentralisation, la politique nationale de formation des acteurs de la décentralisation, la fixation des règles relatives à la déconcentration au Niger, la fixation de la répartition des produits de certains impôts et taxes rétrocédés par l'État aux collectivités territoriales, la fixation des modalités de répartition des recettes pétrolières et de raffinage concédées par l'État aux communes et régions concernées, la fixation des modalités d'alimentation et de gestion des fonds de péréquation. Ce sont là des réformes majeures qui donnent au processus de décentralisation tout son sens et toute son utilité pour les populations qui attendent des services publics de proximité mais aussi de qualité. Mesdames et messieurs, après 15 ans de mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement a senti la nécessité, j'allais dire l'impérieuse nécessité d'évaluer le chemin parcouru. Il s'agit pour le gouvernement de disposer de supports pour asseoir les fondations d'une nouvelle politique de décentralisation plus ambitieuse en consolidant et en capitalisant les acquis jusque-là enregistrés. Cette évaluation a permis plus spécifiquement d'analyser le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la décentralisation et d'apprécier sa cohérence avec les orientations stratégiques de développement de notre pays, d'analyser le cadre juridique et d'apprécier les contraintes éventuelles qui limiteraient l'autonomie des collectivités territoriales, y compris la maîtrise d'ouvrage du développement local par ces entités, d'apprécier les rôles des parties prenantes de la décentralisation et analyser le degré de fonctionnalité des organes de gestion, délibérants et exécutifs, ainsi que les instances de concertation au niveau local, national, entre acteurs de la décentralisation et du développement local. Et enfin d'identifier les éléments de perspective et faire des propositions, le cas échéant, de recentrage de la politique de décentralisation ainsi que du cadre institutionnel qui sous-tend sa mise en œuvre.
Ainsi, cette réunion organisée pour faire le point de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de discuter de l'installation des nouvelles autorités des collectivités territoriales a été le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réitérer leur soutien au Niger. Je voudrais ici rappeler l'implication croissante des partenaires techniques et financiers depuis près de 15 ans pour consolider le processus de décentralisation du Niger afin de permettre aux collectivités territoriales de mieux répondre aux besoins de services publics de base de leur population. Des projets qui sont financés notamment par les coopérations européennes, allemandes, françaises, suisses, belges, luxembourgeoises et également bien sûr celles des agences des Nations Unies, du PNUD, de l'UNICEF mais aussi de la Banque mondiale. Je me félicite des avancées significatives obtenues dans les réflexions et les actions en matière de décentralisation depuis 2017, notamment à travers le processus de transfert des compétences et des ressources de l'État central vers les collectivités territoriales. Alors certes, le processus est en cours et perfectible, mais il convient de le conforter. L'engagement des PTF à accompagner l'État nigérien sur ce point ne faiblit pas. Les partenaires du développement, dont je me fais le porte-voix aujourd'hui, sont disposés à donner un nouvel élan au cadre de concertation sur la décentralisation, avec des réunions régulières, à minima annuelles, pour appuyer les efforts des nouvelles autorités en faveur de services publics au plus près des besoins des usagers. Ainsi, cette réunion Premier ministre partenaire a été le lieu de faire une projection sur le contenu du rapport de l'évaluation des 15 ans de décentralisation au Niger, ce qui a permis aux uns et aux autres d'avoir un aperçu clair sur la question et de formuler des recommandations pour améliorer les insuffisances relevées. Comme je le disais tantôt avant de regagner Zender, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était à N'Djamena où il a participé le mardi matin au sommet élargi de la coalition Sahel. Ce sommet présidé par le nouveau président en exercice de l'institution, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, s'est tenu à huis clos et a réuni tous les dirigeants du G5 Sahel, les représentants de la France ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le compte Je voudrais aussi bien dans le huis clos qu'en séance plénière. Page politique de cette édition dans l'optique de faire accéder leur candidat Bazoum Mohamed à la magistrature suprême lors des élections présidentielles du deuxième tour du 21 février prochain. La coordination du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya du département d'Abalak a organisé un géant meeting de mobilisation populaire le vendredi et samedi dernier au niveau des communes de Tabalak, Akouzoumou et Azaï. Le point avec Bachir Karimou et Lawali Seni. Les élections présidentielles qui auront lieu au Niger dans quelques jours ont plongé le pays dans une fièvre de campagnes électorales au niveau de tous les partis politiques en compétition. C'est dans cette logique que la coordination du Parti nigérien pour le développement et le socialisme PNDS Taraya du département d'Abalaka, conduite par le député Yassine Mohamed et le directeur départemental des campagnes Dr Agali Abdelkader, a entrepris des grands meetings populaires durant 2 jours en vue de mobiliser les militants et sympathisants du parti et ceux des partis alliés à soutenir la candidature de Bazoum Mohamed lors des élections présidentielles deuxième tour qui auront lieu le 21 février 2021 prochain. Tous les meetings ont compté la présence de plusieurs leaders du PNDS Taraya et de ses alliés qui comptent la coalition Bazoum 2021. Les premiers meetings du vendredi ont concerné les communes rurales de Tabalak et d'Akoubonou. Ensuite, dans la journée du samedi, la délégation a mis le cap sur la commune de Azaï. L'objectif, c'est effectivement de démentir ces allégations, qui sont des allégations des gens défaitistes qui ne connaissent pas la zone, qui ne connaissent pas notre mobilisation, qui ne connaissent pas notre capacité à mobiliser les gens, à mobiliser les camarades, à mobiliser les militants pour faire des élections. Ceux qui disent que dans les zones nomades, il ne se passe pas des élections, ils ne connaissent pas les zones nomades.
Ils ne connaissent pas les zones nomades parce que les zones nomades, les gens, quand ils sont en période électorale, ils se mobilisent. Comme vous le voyez ici, vous voyez la mobilisation ici, vous avez vu ce matin à Tabalak, vous voyez ce qui se passe ici à Kabounou et demain nous aurons l'opportunité de faire notre meeting et vous verrez que tout cela, ce ne sont que des allégations fausses qui ne tiennent pas. Ici, visuellement, à Akoubunou, tout le monde a vu le meeting que nous avions fait. La masse des femmes même double celle des hommes. Ce sont des hommes et des femmes militants des PNDS Tareya. Cette année, Inch'Allah, vous allez les voir. Voter 100% pour Mohamed Bazoum, Inch'Allah. Quelques militants de Azé s'expriment en ces termes. Pour celui qui connaît Azé en profondeur, il a tort d'avancer une telle idée. C'est vraiment erroné. Pour preuve, le meeting d'aujourd'hui est en train de le montrer. Et ce qu'on doit savoir par rapport à ces meetings-là, là où ça a été organisé, ça fait partie des gros villages d'Azé. Et tous ceux que vous voyez ici, ils ne sont pas étrangers, ils sont tous natifs d'Azé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qu'ils sont natifs de là où le meeting a été organisé. Chacun peut le constater cette fois-ci que Azé n'est pas seulement une zone nomade, il y a aussi 80% sédentaire. Et la preuve en est ici, vous avez eu le monde qu'on a pu rassembler ici, et c'est la preuve que Azé a véritablement un électorat fiable et convaincant. Et Inch'Allah, nous allons le prouver le 21 février 2021. Après l'allocution du président de la coordination départementale, le député Yassine Mohamed, à travers laquelle il a sensibilisé les militants sur le programme quinquennal de Bazoum Mohamed et le spécimen du vote, les responsables des partis alliés, quant à eux, n'ont pas passé par 4 chemins pour affirmer leur détermination et leur engagement en vue de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed. Il s'agit entre autres du MNSD Nassara, du MPR Jamhouria, ADN Foussa'a, ANDP Zamallahia, PNPD Akalkassa, pour ne citer que cela. Notre président Albade Abouba, il nous a donné les consignes de voter le 21 février 2021 pour les candidats du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Donc, nous demandons ici à tous les militants de Jamhouria et les autres militants et ceux qu'ils peuvent amener que le 21 février 2021, que le vote soit pour Bazoum Mohamed. Nous soutenons et appartenons à Tareya à partir de ce jour pour ces échéances électorales du deuxième tour du 21 février 2021. Après les meetings de Tabalak, Akoubunou et Azé qui ont répondu aux attentes des responsables du PNDS Tareya et de leurs alliés, l'honneur sera à la commune rurale de Tamaya et du département d'Abalak d'abriter les meetings populaires prochains. Campagne électorale toujours dans le cadre du deuxième tour du 21 février prochain. Le candidat du PNDS Tareya était dimanche dernier à Dosso où la coalition Bazoum Mohamed 2021 organisait un meeting mémorable au stade général Nawandidi qui a drainé le foule en ébullition totalement acquise au candidat de la continuité. Pour le porte-parole du candidat Bazoum, la victoire est à la portée de main. La tournée du président Bazoum, qu'il a commencé par Niamey, partout où il a sillonné notre pays, vous l'avez vu, c'est une déferlante qui va au-delà de nos seuls militants. Partout, ce sont des Nigériens sortis massivement pour acclamer le président Bazoum parce qu'il est porteur d'espoir. Il est porteur d'un programme, un programme qui est chiffré, un programme qu'il a élaboré en associant les meilleurs spécialistes de notre pays et des consultants de l'extérieur. C'est plus de 13 000 milliards de francs CFA qui seront consacrés sur les 5 années à venir. Le président Bazoum est le candidat qui poursuivra l'œuvre du président Issoufou. Vous le savez, cette élection est une élection importante pour notre pays. Il s'agit du choix du premier responsable de notre pays. Un candidat qui a un programme, un candidat qui a une expérience vieille de 30 ans. 30 ans qu'il fait de la politique à tous les niveaux, au haut niveau. Comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre de l'Intérieur et plusieurs fois parlementaire. Par ces temps de grandes difficultés dans le monde, il nous faut un président de la République expérimenté. Et le président Bazoum est porteur de cet espoir-là. Donc les Nigériens ont compris cela dans tout le pays. C'est pour cela qu'ils se mobilisent et aujourd'hui, vous l'avez vu à Zender, c'est que nous avons eu comme rassemblement des mémoires de Zenderois. Jamais ça ne
s'est fait dans ce pays-là. Et donc, nous le voyons aujourd'hui, notre coalition, les candidats qui soutiennent le président Bazoum, nous avons déjà, de par le nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale, le droit de former un gouvernement. C'est dire que nous sommes déjà dans la légitimité de gouverner le pays. Il revient en tout cas aujourd'hui aux Nigériens de s'assumer. Le président Issoufou Mahamadou a joué sa partition. Vous le voyez par ces temps qui courent en Afrique, ce n'est pas un fait du hasard. Il a choisi d'installer la démocratie sur de bonnes rails. On le voit. Il a fait le choix de ne pas tripatouiller les textes comme ça se fait ailleurs. Donc nous, ce que nous devons jouer, nous aussi, en tant que citoyens, c'est de jouer notre partition. C'est de sortir le 21 février pour faire le choix, celui de la consolidation en franchissant un autre palier. Et c'est de cet espoir-là que les Nigériens ont besoin. Nous devons faire le choix, le bon choix, et ce bon choix-là, c'est Bazoum. Donc, j'en appelle à tous nos concitoyens, aussi bien du PNDS-Taraya que des partis qui soutiennent le président Bazoum, de sortir massivement le 21 février pour donner une victoire nette au président de la République afin qu'il puisse dès le lendemain continuer l'œuvre du président Issoufou. Je l'ai dit, ce sera un président clé en main. Un président clé en main parce qu'il a l'expérience du pouvoir. Ce n'est pas un président qui va tâtonner, ce n'est pas un président qui fera de l'apprentissage. On le voit aujourd'hui, le président Bazoum, dans tous les forums internationaux, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est le choix que nous devons faire massivement. Ce choix-là, c'est le choix qui va continuer le développement que le président Issoufou a commencé. Nous devons le faire. Et avec ce que nous avons vu, partout au Niger, partout où nous sommes passés, nous avons vu les Nigériens dans une déferlante. Ils comprennent la nécessité de la jouer cette fois-ci avec une nette victoire. Et je n'ai pas de doute. Inch'Allah, le 21 février, nous allons gagner cette élection parce que partout, Sounché, c'est Bazoum. Dans le cadre de la campagne du scrutin présidentiel deuxième tour du 21 février prochain, la direction de campagne du PNDS-Taraya de Zender a organisé un rallye samedi dernier. Les présidents avec Ali Trouza et Laoli Hussein. Avec comme point de départ la devanture du siège fédéral de Zender qui a servi de cadre de lancement de cette grande activité drainant un nombre important de tricycles appelés communément Aïdé Tassohou. Cette caravane placée sous la responsabilité de Mohamed Amadou Di Brahale a sillonné toutes les principales artères de la ville de Zender, notamment la tribune officielle, le rond-point poste, Sabkalahia, Birni, le grand marché d'Olé, Konarahama et le stade municipal. Après ce périple, selon le responsable principal organisateur de ce rallye, c'est pour assurer la responsabilité du parti PNDS-Taraya auprès des militants et militantes en vue de leur mobilisation massive de la coalition Bazoum Mohamed au scrutin du 21 février 2021. Enfin, Mohamed Amadou Di Brahale a notifié que cette mobilisation gigantesque démontre que le parti PNDS-Taraya est bien implanté dans la ville de Zender en particulier et dans la région en général. Dans le cadre toujours de la campagne électorale de l'élection présidentielle deuxième tour, les populations de la ville de Zender s'activent pleinement pour accompagner de la plus belle manière leur candidat du choix. C'est le cas d'une militante de première heure du PNDS-Taraya, Mme Falmata Laminzen, qui ne ménage aucun effort pour assurer une victoire éclatante à Bazoum Mohamed à travers une campagne de proximité dans la ville. Le récit avec Kassomatari. Les populations de la région de Zender en général, celles de la ville de Zender en particulier, s'activent pleinement dans la campagne électorale deuxième tour en vue de l'élection présidentielle. C'est dans ce cadre que les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PNDS-Taraya se mobilisent corps et âme en vue de porter le président candidat du PNDS-Taraya Bazoum Mohamed à la magistrature suprême de notre pays. En effet, depuis quelques mois, Falmata Zen multiplie les rencontres et autres meetings de proximité dans plusieurs quartiers et villages périphériques de Zender pour sensibiliser les militants de base à se rendre massivement aux urnes pour accorder leur suffrage au candidat Bazoum Mohamed pour une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles deuxième tour prévues pour le 21 février 2021. Partout où elle est passée, Hajia Falmata Zen a eu à échanger avec les militants sur les différentes stratégies à mettre en place pour une victoire écrasante du président Bazoum Mohamed,
candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, soutenu par une centaine de formations politiques du pays dans le cadre d'une coalition dénommée Bazoum 2021. Hadjia Falmata a également saisi cette opportunité pour assurer les populations sorties massivement à l'accueillir que le choix de Bazoum Mohamed à la tête du Niger garantit la stabilité, le décollage économique et la continuité dans la mise en œuvre de l'acte 3 du programme de renaissance initié par le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. Madame Falmata Zen lance ici un appel pressant à l'ensemble des populations pour un vote massif en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Nous avons initié ces différentes activités en cette période de campagne électorale deuxième tour pour soutenir la candidature de notre président, le candidat Bazoum Mohamed, et par la même occasion saisir une opportunité pour magnifier les 10 ans du président Issoufou démocratiquement élu et le féliciter par la même occasion de l'engagement tenu en respectant les délais de ces 2 mandats à la tête du pays conformément à la Constitution de la République. Nous lançons un appel à l'ensemble de la population de la région de Zender à sortir massivement ce 21 février 2021 pour voter notre candidat Bazoum Mohamed dans le calme et la sérénité qui sont gages de tout développement. Consolidons et avançons avec Mohamed Bazoum après Mahamadou Issoufou. Elle a, au terme de son intervention, demandé aux électeurs d'accomplir leurs droits civiques dans la paix et la sérénité pour observer le déroulement de ces consultations dans un climat apaisé. Il est à noter que dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, Hadjia Falmata Lamine Zen a mis à la disposition de la population des quartiers de la ville de Zander et des villages environnants des appuis en kit de prévention, notamment des savons et gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage des mains. Le candidat du parti RDR Tchangi, Mahaman Ousmane, en compagnie des leaders qui soutiennent sa candidature pour le scrutin présidentiel deuxième tour, a animé un important meeting hier au stade régional de Dosso. Au cours du meeting, le candidat pour le changement a détaillé les grands axes de son programme. D'autres précisions avec Issa Saleh, Habib Bako et Haris Garba. C'était dans les environs de 18 heures que le candidat du parti Rassemblement démocratique pour la République, RDR Tchangi, M. Mahaman Ousmane, accompagné des leaders des partis politiques membres de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021, a fait sa rentrée dans l'arène de lutte Salmata Rani de Dosso, où l'attendait une foule venue nombreuse l'accueillir, puis lui démontrer tout son soutien dans ses ambitions politiques de remporter les prochaines élections présidentielles deuxième tour. Au coordinateur régional CAP 2021 de Dosso, M. Kassam Tamo, de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de ce gigantesque meeting du Parti pour le changement RDR Tchangi. Ensuite, au président du parti MPN Kishinkasa d'intervenir. Je voudrais ici parler aux Nigériennes et aux Nigériens, à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de notre pays. Je ne parle pas de partis politiques, je ne parle pas des bords que vous avez, mais je parle du devoir qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous le 21 février 2021, Inch'Allah. Si nous ne partons pas voter et faire voter Mahaman Ousmane, quelles que soient nos frustrations, quelles que soient nos amertumes et quel que soit le projet que nous avons pour notre pays, nous serons incapables de le mettre en œuvre. Donc, il y a un temps pour écouter les WhatsApp, il y a un temps pour écrire sur Facebook, mais il y a un temps pour se battre. Mon appel est simple et je vais terminer sur ça. Ce combat-là exige que nous nous mobilisions. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse penser un seul moment que nous allons gagner sans nous battre. Donc c'est une bataille, il n'y a pas de répit jusqu'au 21 février. Dans Allah, allons voter. Allons voter Mahaman Ousmane. Et allons faire voter Mahaman Ousmane. Que chacun se batte dans son village, que chacun se batte dans son quartier. Et nous compterons le voix, nous gagnerons. Quant au président de Modern Faloumana, M. Hamamadou,
à l'angle du terroir, a dans son intervention fait le tour de la politique dans notre pays avant de s'appesantir sur la gouvernance du régime en place, puis inviter les Nigériens dans leur ensemble à sortir le 21 février prochain pour accomplir leur devoir civique en faveur du candidat de RDR Tchandji, M. Mamadou Ousmane. Le président du Rassemblement démocratique pour la République RDR Tchandji a dans son adresse situé le contexte dans lequel vont se dérouler ces élections avant de ressortir les 7 axes de son programme une fois porté à la tête de ce pays. Je voudrais de manière succincte évoquer ce que je propose au peuple nigérien souverain à la lumière des différents constats que nous avons faits, à la lumière de ce que nous avons tous vécu. Nous avons dégagé 7 grands axes prioritaires. Le premier axe, c'est la question de l'eau. Notre second axe prioritaire, c'est la question de l'éducation. Nous nous engageons à faire en sorte que ce pays-là ait un nouveau visage sous ce plan-là. La question de l'emploi, qui est capitale, qui est stratégique et qui impacte sur l'ensemble des autres secteurs. Il y a la question de l'environnement. Notre programme prévoit de faire en sorte que aussi bien dans nos cités, dans les villes urbaines, l'assainissement, mais aussi dans les centres ruraux, nous puissions avoir un environnement sain, un environnement serein, qui puisse permettre non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures de s'épanouir. Il y a la question de l'énergie. Notre programme envisage des solutions à cette question vitale de l'énergie. Il y a la question de l'équipement. Le 7e grand axe prioritaire que nous avons, c'est l'équité. L'équité tout simplement. Nous avons dans ce domaine un programme très précis pour réformer notre système judiciaire. Nous soulignons enfin que le déroulé de ce grand meeting du candidat du parti RDR Tchandji à Dosso, M. Mamadou Ousmane, a enregistré de très belles prestations des troupes culturelles de la capitale et de Dosso. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA a procédé ce matin à la mise en place d'un observatoire à l'occasion de l'élection présidentielle deuxième tour. Les membres de cet observatoire seront présents dans les 8 régions du pays afin de superviser le déroulement de l'élection. Le point avec Lawali Moutari, Maïna Sara et Nasser Ali. C'est la deuxième fois que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées met en place cet observatoire depuis le début des élections. Objectif, crédibiliser les élections en leur évitant tout acte susceptible de les entacher. Pour assurer une meilleure surveillance des élections, la ALCIA a élaboré un guide pratique de l'observation des élections en s'inspirant du code électoral nigérien et des bonnes pratiques communément admises en matière d'observation des élections. Au cours de cette même session, ce guide fera l'objet d'échanges afin que chaque observateur saisisse la mesure de ses missions et responsabilités. L'observatoire que j'ai l'honneur d'installer solennellement ce matin couvre les 8 régions de notre pays à travers 16 localités. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement les responsables de la CENI pour la diligence employée dans la délivrance des accréditations à nos observateurs. Le président de la ALCIA a aussi appelé les membres de l'observatoire à suivre attentivement la formation qui leur sera dispensée afin d'être mieux outillés. Je ne doute pas que cette même dynamique sera observée avec les représentants de la CENI sur le terrain afin qu'ensemble nous contribuions à l'atteinte de notre objectif commun, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, apaisées et exemptes de pratiques corruptives. Au cours de cette session, vous aurez également à échanger sur les enjeux liés à la corruption en période électorale, sous la forme d'éléments de sensibilisation destinés aux membres de commissions électorales et des bureaux de vote, afin de placer chacun devant sa responsabilité d'acteur central dans le bon déroulement des élections. Cet observatoire sera présent dans les 8 régions du Niger et est composé de représentants des OSC, des organisations des femmes, des jeunes et des représentants des médias.
36 associations islamiques du Niger regroupées au sein de la FECAD, Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement, ont rendu public ce matin une déclaration. Ils appellent les populations du Niger à la promotion de la paix et à la cohésion sociale dans le contexte électoral que nous vivons. Le point avec Abdelaziz Sakaya Hassan Moussa. C'est donc en réponse à la tension sociale qui caractérise cette veille d'élection présidentielle deuxième tour que les associations islamiques en leader d'opinion ont rendu publique cette déclaration. Notre devoir en tant que leader religieux est d'empêcher toute dérive pouvant compromettre l'unité du pays. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Ainsi, la Fédération des associations islamiques pour la cohésion sociale, l'appel et le développement invite l'ensemble des acteurs à préserver la paix et la cohésion sociale, chacun dans sa sphère de responsabilité. Les responsables des partis politiques doivent renforcer la sensibilisation de ces militants, éviter les injures ou tout autre propos malsain, bannir tout esprit de division, de clan, de région, d'ethnie, etc. Cultiver la culture de la tolérance afin d'éviter tout débordement et pour mettre fin aux soupçons et aux autres incompréhensions, les partis engagés dans la course doivent avoir leurs représentants au niveau de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Aux utilisateurs des réseaux sociaux, la dignité humaine doit être respectée au niveau de ces réseaux sociaux. Les responsables de ces canaux d'information doivent prendre leurs responsabilités en évitant de diffuser certaines informations non fondées. Point d'injure sur l'honorabilité des dirigeants à tous les niveaux. Application stricte de la loi sur la cybercriminalité. Aux hommes des médias sociaux de donner la véritable information au public, car toute information manipulée est source de conflit. De ne pas avoir de parti pris au niveau des informations diffusées. De rechercher autant que possible l'objectivité dans la transmission des messages. De respecter l'équilibre de l'information. En leader religieux, ils ont également appelé les Nigériens à plus d'invocations pour que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Dans le cadre du contrôle de suivi de l'accès aux médias des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février et afin d'amener les Nigériens à mieux comprendre le contenu des programmes des candidats en liste, le Conseil supérieur de la communication CC a initié 3 émissions dénommées Programmes croisés. Après la première émission du samedi 13 février, ce soir, nous proposons de suivre le deuxième numéro. Il est consacré à la place de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'énergie dans les programmes des deux candidats. Rendez-vous en partie magazine de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Niger à l'extérieur par intérim a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance de Paul Benoît Sarr en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République du Niger. Le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boutou, a réceptionné cet après-midi à Niamey un don de produits pharmaceutiques antipalydiques. Un don d'une valeur d'environ 696 millions de francs CFA offert par l'ONG turque IHH. Un don qui vient renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme au Niger. Le point avec Hassini Abdoulaye et Abdoulaye Ali.
L'ONG turque IHH vient encore de se manifester aux côtés de l'État du Niger, toujours dans le cadre du renforcement du système de santé. En effet, cet organisme international qui s'est illustré à travers la réalisation de plusieurs activités vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique un important don de produits pharmaceutiques antipaludiques. Une action de solidarité qui témoigne du bon partenariat entre nos deux pays. Chose que tour à tour, le secrétaire général de l'ONG Durmuş Aydin, le représentant pays Sami Fadel et le représentant de l'ambassadeur de Turquie au Niger ont souligné. Nous, comme une ONG Fondation de l'aide humanitaire, notre siège est à Istanbul. On est là toujours pour faire l'appui dans tous les domaines de la santé, dans l'éducation, de la sécurité alimentaire. On est prêt pour faire le maximum possible pour vous aider les populations du Niger. On a commencé par un hôpital, centre ophtalmologique, on a construit l'hôpital national Lamordé. C'était notre premier projet. On a opéré presque 11 000 opérations, c'était tous gratuit. Et encore les opérations de cataracte avec les médecins turcs, c'était tous réussi. L'État turc ainsi que les ONG turques se tiennent aux côtés du Niger, comme d'habitude, dans le combat qu'ils mènent contre le paludisme et contre la pandémie du Covid-19. Ainsi, plusieurs aides en matériel de soins et médicaments ont déjà été apportées dans ce cadre pour soutenir les efforts des autorités compétentes du Niger pour combattre ces maladies-là. La coopération entre la Turquie et le Niger ne date pas d'aujourd'hui, a souligné le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boto, qui a évoqué les nombreuses réalisations de ce pays ami au Niger. Il a également remercié les autorités turques et l'ONG IHH pour cette donation qui va renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme au Niger. Un appui de ce genre-là extrêmement important. Ce don-là, il est d'une valeur de 1 200 000 $, ce qui représente précisément 696 millions de francs CFA. Je ne peux que remercier l'ONG IHH pour cet effort extrêmement important pour les populations nigériennes. Je voudrais leur dire également que ce don ira sans doute au bénéfice de ces populations-là, surtout les populations rurales. Enfin, le ministre Ahmed Boto a décerné un témoignage officiel de satisfaction à l'ONG IHH pour tous les efforts techniques et financiers qu'il ne cesse d'apporter dans notre pays dans le cadre de la santé. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 16 février 2021, se présentent comme suit. 4 cas positifs, dont un chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 3 alertes sur 195 tests réalisés à la Covid-19, dont un de sexe féminin, 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Difa, 2 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, ce sont 18 012 personnes testées, 4 706 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 164 guéris, 169 décès, 373 cas actifs, 36 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement en milieu communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Ainsi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Réception d'un don de matériel de télétravail d'une valeur d'environ 458 millions de francs CFA. Il est offert par le projet de capacité de performance du secteur public pour la prestation des services et sera destiné à quelques institutions et structures du Niger. C'est le ministre-directeur général de l'ANSI qui a réceptionné le matériel. Le point avec Hawa Mamoudou et Imran Boubacar Maïga. Ce geste du projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation des services PCDS traduit la volonté du gouvernement du Niger de renforcer les capacités nationales de l'administration publique et d'améliorer ses performances
afin de lui permettre de fournir des prestations de services de qualité. La pandémie de la COVID-19 oblige. Le projet PCDS entend apporter une réponse urgente en procédant à la donation de matériel et équipements pour le télétravail au profit de l'administration publique, notamment de 20 dispositifs complets de visioconférence, une VSAT avec 12 mois d'abonnement, le renouvellement de l'abonnement pour 12 mois au serveur cloud OVH pour le système SNIS, 92 vidéoprojecteurs, 21 onduleurs dont un hybride, un convertisseur, 105 ordinateurs laptop dont 30 haut de gamme, 75 moyen gamme avec licence Office, sacoche et antivirus, 433 tablettes numériques, 5 scanners multipages, 100 modems Internet, ainsi que la prise en charge des coûts de diffusion des cours à travers les infrastructures de l'ORTN. En réceptionnant ce matériel d'une valeur de près de 458 millions de francs CFA, le ministre directeur général de l'ANSSI a magnifié ce geste et rassure qu'il sera utilisé à bon escient. Ce n'est pas la première fois que le PCDS se distingue dans cet exercice, parce que durant toute la durée du projet, à plusieurs reprises, le projet a eu accompagné quand même des initiatives du gouvernement. Et c'est d'ailleurs peut-être le but du projet, dans la modernisation de son cadre de travail. Pour le Niger, ceci vient à point nommé. Comme vous le savez, depuis quelques années, il y a le plan stratégique Niger 2.0 qui a été adopté par le gouvernement, donc qui consiste à créer le cadre pour la transformation digitale du Niger. Et un des axes les plus importants auxquels on contribue aujourd'hui est le e-gouvernement, qui consiste justement à utiliser le numérique pour rendre notre administration encore plus efficace, plus efficiente, mais surtout pour permettre à notre administration d'être encore plus au service des citoyens. Cette œuvre utile sera destinée entre autres à l'ANSSI, au cabinet du Premier ministre, au ministère des Finances, du Plan, des Affaires étrangères, de l'Éducation, des enseignements secondaires et à cette gouvernorat du Niger. En mission dans la région du Maradi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Souley Ahmed Sarkirafi, a procédé à l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi à la pose la première pierre de construction du gradin de la place de la culture et des dortoirs. Le point avec Sanana Tahi et Nasser Nakakali. Il s'agit d'une double cérémonie consacrée au lancement de construction de gradins de la place de la culture sur fonds propres de l'État et de dortoirs pour les étudiantes avec l'appui de l'ONG AMA, Agence des musulmans d'Afrique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Souley Ahmadou Sarkirafi, procédant à la pose des premières pierres de construction de ces bâtiments. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la pose de la première pierre du gradin 5 niveaux de la place de la culture des étudiants de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi sur fonds propres de l'État, mais également celle du bloc féminin entrepris par l'Agence des musulmans d'Afrique AMA, que je salue au nom du président de la République, son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, à mon nom propre et au nom de tout le gouvernement, à la tête duquel son Excellence Birji Rafini. Cette action salutaire de l'ONG AMA cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance, acte 2, dans le plan 2017-2021. Celui de doter en infrastructures académiques et sociales toutes les 8 universités publiques du Niger. Prenant la parole, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Maradi, Ibn Ibrahim, a cité toute l'importance que revêtent ces infrastructures pour la communauté universitaire de Maradi. Suite à notre cri de cœur contre la cohabitation mixte au sein d'une même cité universitaire, le décongestionnement de la cité mère qui abrite entre 7 et 9 étudiants par chambre prévue pour 4, un gradin digne de ce nom et un dortoir pour les étudiantes seront des cadres idéaux pour un quotidien meilleur de l'étudiant à l'UDDM.
Intervenant au nom de ses camarades, le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens à l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi, Eric Haruna Ibrahim, a exprimé toute sa satisfaction quant au démarrage de ces travaux avant de saluer l'engagement des autorités à créer toutes les conditions d'une formation de qualité au sein de ce temple du savoir. Je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance à l'endroit du ministre. Nous avons trouvé à lui une personne engagée, déterminée à accompagner les étudiants, à répondre aussi aux aspirations des militantes et militants de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi. Nos sincères reconnaissances et encouragements à l'endroit de CRU de Maradi, qui est aussi une bénédiction pour l'étudiant à l'université de Maradi. La communauté universitaire n'a pas enfin manqué d'exprimer des doléances relatives à la réhabilitation des terrains de sport et au renforcement du personnel universitaire qui reste encore insuffisant, nonobstant les efforts consentis par la tutelle. Le secrétaire général adjoint du ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a procédé ce mardi au lancement des activités du projet d'appui à la redynamisation et au réseautage des structures œuvrant dans la promotion de la bonne gouvernance locale et la participation citoyenne. Les présidents avec Ramd Salou et Laolia Aya. D'un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, ce projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la société civile phase 3 PASOK 3 est mis en œuvre par l'ONG Karkara en consortium avec le réseau JAR et Action pour le développement REGAD. La redynamisation et l'amélioration de la qualité des interventions des OEC actives en gouvernance locale et participation citoyenne que vise le PASOK 3 de façon globale seront atteints à travers deux objectifs spécifiques. L'objectif spécifique premier est de redynamiser et mettre en réseau les OSC actives en gouvernance locale et participation citoyenne et les appuyer à accompagner cette commune en matière de budget participatif. L'objectif numéro 2, favoriser le dialogue et la synergie d'action entre les OSC actives sur la gouvernance locale et la participation citoyenne, les ministères en charge des secteurs sociaux de base et les partenaires techniques et financiers. Occasion saisie par Marie Fichon, représentante des ONG porteuses pour rassurer les partenaires techniques et financiers et le ministère en charge de la question que les ONG porteuses de ce projet et leurs associés, à savoir ONG SEB et ANDA EcoPop, interviendront pour l'atteinte des objectifs assignés, gage de la réussite du projet au profit de la population. Un projet apprécié à sa juste valeur par le secrétaire général adjoint du ministère du Développement communautaire et qui engage les ONG du consortium à bien mener la mission à elle confiée. Aussi, au regard de ces objectifs et la pertinence des activités proposées, le présent projet s'inscrit parfaitement dans la politique nationale en matière de décentralisation et apportera sans nul doute une contribution significative dans la promotion de la bonne gouvernance locale et la participation citoyenne dans les 7 communes d'intervention, surtout avec l'accompagnement au budget participatif qui sera assuré un pôle formé selon les normes internationales en la matière. C'est le lieu pour moi d'exhorter les ONG Karkara et REGAD, porteurs de ce projet, ainsi que leurs associés ONG SEB et ANDA et COPOP à exécuter ce projet conformément 1. aux engagements pris vis-à-vis du bailleur décrits dans la convention de financement. 2. aux normes et à la réglementation dans le secteur civil. Et 3. aux engagements pris vis-à-vis du gouvernement nigérien décrits dans le protocole de mise en exécution signé avec le ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Notons que ce projet d'appui à la redynamisation et au réseautage des structures œuvrant dans la promotion de la bonne gouvernance locale et la participation citoyenne interviendra dans 4 régions du pays que sont Tillabéri, Dosso, Maradi et Niamey.
Réunis ce matin à Dosso de kits d'accompagnement à l'insertion à certaines structures des jeunes et des femmes de la région de Dosso par le FAFPA. C'est en présence de plusieurs invités. Les détails avec Manalaj Sedo et Moussana Maïwa. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a depuis sa création formé des milliers de femmes et de jeunes dans notre pays afin de lutter contre le chômage par la création d'emplois et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Dans la région de Dosso, pour cette promotion de 2021, ils sont 21 groupements féminins et associations de jeunes formés qui, à travers cette cérémonie, bénéficient de kits d'accompagnement à l'insertion dans plusieurs filières auxquelles s'ajoutent les maîtres d'apprentissage qui ont encadré les 270 apprenants duels dans le cadre du fonds commun pour un coût estimé à environ 34 millions de nos francs. Au cours de cette cérémonie, plusieurs intervenants se sont succédés, dont le directeur régional de l'enseignement professionnel et technique de Dosso, qui s'est exprimé en ces termes. Je commence par féliciter d'abord les apprenants qui ont cru au projet et qui ont accepté d'endurer pour suivre la formation. À partir d'aujourd'hui, l'ensemble de la région de Dosso, sinon l'ensemble du Niger peut compter sur vous pour mobiliser non seulement la richesse, et pour créer aussi de l'emploi. C'est à ce sens-là que je vous félicite et vous dire qu'au nom du gouvernement et au nom de la région de Dosso, on compte sur vous. Quant au chef d'antenne FAFPA à Dosso, il a surtout insisté sur l'utilisation rationnelle de ces kits avant de remercier l'ensemble des partenaires, dont le fonds commun. Les kits-là, ce sont des matériels, des outillages et de la méthode. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont besoin pour continuer convenablement le métier. Le deuxième lot de kits que nous avons remis est destiné aux maîtres d'apprentissage. C'est à ceux-là que nous allons apporter un appui en matériel qui va leur permettre d'outiller leur atelier et de mieux encadrer les jeunes qui sont en formation en apprentissage. Les maîtres d'apprentissage et les bénéficiaires se sont engagés à utiliser rationnellement ce kit-là et à sécuriser ce kit-là. Du côté de FAFPA, nous sommes engagés à faire des contrôles périodiques pour l'utilisation de ces kits-là. Notons aussi que les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du FAFPA et de ses partenaires. Tenu ce matin à Bernier-Kouani de rencontre d'internalisation des activités du projet Paul Rouleau dans la région de Tawa. C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Fatima Tsagabidine et Mahamadou Agoumon. Le projet Pôle Rural PPR a pour finalité l'amélioration durable des conditions de production et la valorisation économique des produits agricoles dans la région d'Agadez et Tawa. Intervient dans 28 collectivités, dont 18 à Tawa. Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD, ce projet s'exécute à travers 4 composantes, dont entre autres la mise en œuvre par les collectivités territoriales des infrastructures et des aménagements collectifs publics, dont l'ANFICT assure le suivi financier et opérationnel sous la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. Aussi, la composante 2 qui porte sur l'amélioration de l'accès au crédit. Cette rencontre doit en principe nous permettre de comprendre de tous les acteurs, des communes, des régionaux, des différents directeurs de services régionaux, à comprendre la philosophie même du FISAN. C'est quoi le FISAN et pourquoi les différents projets s'alignent et quelle est l'articulation entre les collectivités, l'ANFICT, CARA, Bagri, et tout ce processus-là mis en place par l'État pour permettre de lutter contre la pauvreté au Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint de la région de Tawa, Sani Abdoulaye, a salué cette démarche qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Son Excellence Alain Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui fait le développement rural à la base sa priorité. Le projet s'aligne sur les dispositifs de l'initiative 3N, en particulier le mécanisme de financement FISAN pour une harmonisation d'appui public
au financement agricole. Poursuivant son intervention, Sani Abdoulaye a affirmé que la réussite de tout projet passe par la maîtrise et la compréhension de sa philosophie d'une part et d'autre part la capitalisation des expériences tirées des exercices antérieurs. Pour cela, il exhorte les participants à suivre avec une attention toute particulière les différentes présentations. Le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a présidé ce matin à l'école primaire Paglam 1 la cérémonie de lancement officiel de distribution des appuis des projets d'assistance aux ménages victimes des inondations de 2020 au Niger, initié par l'ONG Plan International. Le point avec Abdul Fattah Moussa et Issoufou Suleiman. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assistance aux ménages victimes des inondations de 2020 au Niger, qui vient ainsi appuyer le plan intégré de lutte contre les inondations du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Financé par le Fonds de réponse d'urgence du Royaume du Danemark, ce projet vise à améliorer les conditions de vie des 500 ménages vulnérables de la région du Maradi et Niamey victimes d'inondations, de mettre en place 10 mécanismes fonctionnels de protection de l'enfant sur les sites, d'octroyer des fonds et de distribuer des kits scolaires aux enfants. La cérémonie d'aujourd'hui consiste à la distribution de dispositifs de lavage de mains, de kits scolaires, de jouets ludo-éducatifs aux enfants et ménages victimes des inondations des 7 quartiers des arrondissements communaux de Maradi 1, 2 et 3. Le budget total de ce projet, qui couvre les régions de Niamey et Maradi, s'élève à 115 millions de francs CFA. Au terme du projet, les bénéficiaires directs seront 3500, indirects 9324 des régions de Maradi et Niamey. Au cours de son intervention, le secrétaire général de la région de Maradi a, au nom des autorités nigériennes, félicité et encouragé les appuis du plan international Niger aux efforts du gouvernement dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des personnes victimes des inondations. C'est au total 250 ménages et plus de 921 enfants bénéficiaires issus des quartiers de Limanchi, Monkoyo, Yandaka, Maradawa, Bagalam, Souralade et Sourabili de la ville de Maradi qui seront bénéficiaires des appuis de ce projet. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre des axes stratégiques d'intervention du plan intégré 2020 de lutte contre les inondations initiées par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Ainsi, la population bénéficiaire, composée essentiellement des enfants scolarisés et non scolarisés issus des ménages victimes des inondations, ont remercié de vive voix l'ONG Plan International Niger. A noter que la directrice du plan international Niger, bureau de Maradi, a au nom de son institution retiré leur engagement à soutenir les actions d'appui aux enfants, aux filles et aux femmes de la région de Maradi. L'Institut national de la jeunesse, du sport et de la culture a bénéficié d'un don de matériel sportif. C'est un don de l'ambassade du Royaume de l'Espagne à l'endroit des étudiants afin de faire la promotion du sport dès la base. Le point avec Pascal Sissouboutia Sanoussa. C'est plus d'une centaine de paires de crampons et un nombre important de ballons que la fondation espagnole Fundación Valores del Fútbol, via l'ambassade de l'Espagne au Niger, vient d'offrir gracieusement à l'Institut national de la jeunesse, du sport et de la culture, INJS, un lot de matériel sportif qui permettra à l'Institut d'améliorer désormais les conditions d'apprentissage des étudiants. L'objectif de la fondation, c'est aider à que tout le monde peut jouer les sports. Même ceux qui n'ont pas de moyens, il faut pousser, il faut aider à qu'ils trouvent la façon de pratiquer le sport. Un geste vivement apprécié par le secrétaire général du ministère en charge du sport et le directeur général de l'INJS, qui estime d'ailleurs que les deux parties travailleront en synergie afin de développer le sport en général et le football en particulier dès la base. Je voudrais sincèrement remercier à travers vous aussi la fondation qui a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse de l'Institut ce matériel en tout cas attendu et qui, je l'espère,
servirait à bon escient aux jeunes étudiants de l'Institut. Ce donc que vous venez de faire à notre endroit, je vous rassure qu'il ira dans les bonnes mains, je vais dire au niveau des étudiants, que votre souci de promouvoir le football, c'est un souci qui sera satisfait et nous sommes ravis et nous pensons que cette collaboration va continuer et qu'après ça va aller au-delà et ça permettrait même à nos étudiants peut-être d'aller en Espagne pour renforcer leurs capacités. L'ambassadrice Nuria Gera González a eu droit à une visite guidée des stands où les étudiantes en économie familiale ont exposé différents articles. Le comité exécutif des étudiants de l'Institut n'est pas resté en marge de cette cérémonie qui d'ailleurs coïncide avec la première édition de la journée de l'intégration, communément appelée la rentrée des Bleus. Un match de gala a opposé les étudiants en orange et les professeurs. Pour finir, un témoignage de satisfaction a été décerné au directeur général de l'Institut, témoignage qui consacre le travail entrepris par Boukari Hassan au sein de cette école. De cette édition dans le cadre du contrôle et du suivi de l'accès aux médias des candidats à l'élection présidentielle, deuxième tour du 21 février, et afin d'amener les Nigériens à mieux comprendre le contenu des programmes des candidats en liste, le Conseil supérieur de la communication CSC a initié 3 émissions dénommées programmes croisés. Après la première émission du samedi 13 février, ce soir nous vous proposons de suivre le deuxième numéro. Il est consacré à la place de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'énergie dans les programmes des 2 candidats. Bonne réception